Déjà, dans le mot éducation, on pourrait le prendre sur deux volets. Donc, premier volet dans l'éducation, on pourrait dire que ça signifie en partie permettre à notre enfant d'expérimenter, d'acquérir un savoir. Ensuite de ça, il y a la partie montrée par l'exemple. Donc, éduquer, ça veut dire aussi être un exemple. Donc, en partant de là, si je veux éduquer mon enfant pour qu'il réussisse à mieux faire face à ses émotions, je dois m'intéresser à ces deux pôles. Donc, comment permettre à mon enfant d'expérimenter, comment l'accompagner dans l'expérimentation. Et deuxième pôle, c'est vraiment s'attarder sur comment je peux être le meilleur des modèles. Donc, si on prend le premier volet, première des choses qui est importante à garder en tête, c'est que c'est important de ne pas condamner les émotions. Donc, parfois, on a tendance à réprimer ou reprocher une réaction émotionnelle. C'est important de donner de l'espace pour l'expression émotionnelle et donc de se permettre de les accueillir. Donc, ça, ce serait un premier point. Ensuite de ça, ce qui est important, c'est d'apprendre à mettre des mots. Donc, nommer les émotions. Et ça, parfois, c'est un défi en tant que parent. On doit soi-même réussir à les nommer, à les reconnaître. Donc, il y a une partie d'éducation personnelle qui est à faire à ce niveau-là. Ensuite de ça, troisième point important à retenir, je dirais, c'est d'apprendre à mettre des limites entre ce qui est acceptable ou inacceptable en matière d'expression des émotions. Donc, l'enfant doit comprendre que l'émotion, elle a une légitimité. Seulement, la façon de l'exprimer, on peut le faire de façon adéquate ou inadéquate. Donc, si, par exemple, mon enfant se met en colère, je peux lui démontrer de l'ouverture et de l'empathie en nommant, en disant, tu sais, je comprends ce que tu es en train de vivre, c'est de la colère, mais tu sais, c'est normal, moi aussi, ça m'arrive quand les choses ne vont pas comme je veux, ça m'arrive aussi d'être en colère. Seulement, lancer des objets comme tu viens de le faire, ce n'est pas acceptable. Donc, je vais t'inviter à aller utiliser une autre façon d'exprimer ta colère. Donc, accompagner et soutenir l'enfant dans un choix de stratégie qui va être plus bénéfique. Donc, bien sûr, on ne répétera pas à chaque fois cette phrase, à chaque fois que l'enfant s'exprime de façon inadéquate, on ne fera pas le discours continuellement. C'est important de temps en temps de faire des mises au point, mais au-delà d'être intervenu de cette façon-là, d'avoir nommé l'émotion de l'enfant, c'est important à un certain moment d'intervenir sur le comportement et donc éventuellement faire des arrêts d'agir, donc demander à l'enfant de se retirer, par exemple, d'aller prendre une pause, de s'éloigner de la situation qui est pour lui susceptible d'augmenter son émotivité. Je donne, par exemple, un de mes garçons, sa stratégie qu'il a découvert par lui-même, c'est lorsqu'il est fâché, lorsqu'il y a quelque chose là, en fait, pas juste fâché, mais lorsqu'il est troublé pour différentes raisons, il a tendance à se retirer dans sa chambre. Il y a un petit ballon de basket avec un petit panier, puis il se met à faire des lancers là, enfin avec son jeu de basketball. Donc, c'est sa manière à lui d'aller réduire l'intensité de ses émotions, puis par la suite, tout dépendant de son besoin, soit qu'il revient pour en parler, en discuter ou s'exprimer, ou encore, tout simplement, mais il passe à autre chose. Mais au moins, il s'est trouvé une façon d'aller se donner ce temps-là. Donc, ensuite de ça, ce que je dirais, quatrième point important, ce serait de donner le droit à l'erreur. Je vais en reparler, je vais revenir sur ce point-là, donner le droit à l'erreur, mais c'est de savoir à quelque part que l'enfant est en cheminement, est en développement. Et donc, c'est attendu qu'à certains moments, il vive des débordements. Donc, ce serait nuisible que d'adopter un comportement réprobateur ou soit même violent ou agressif envers l'enfant qui s'exprime d'une mauvaise façon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre le temps que la tempête passe pour faire un retour avec l'enfant au bon moment. Et je nommais il y a quelques instants l'idée de quand la tempête passe. Donc, c'est important d'attendre. Des fois, on a tendance, en tant que parent, à tout de suite vouloir expliquer, donner de l'information, moraliser, critiquer. Quand l'enfant est en
perturbation émotionnelle, ce n'est pas le bon moment de le faire. Donc, c'est important de donner un temps pour apaiser l'émotion et ensuite de ça, éduquer aux méthodes de gestion émotionnelle. Aussi, un autre conseil que j'aurais important à donner, c'est procurez-vous des livres, procurez-vous des outils, des affiches, des jeux éducatifs qui parlent d'émotions. Si vous voulez aller plus loin, il y a le site Savez-vous planter des choux qui offre une série de petits exercices ou de matériel pédagogique pour aider à ce niveau-là. Donc, maintenant, je disais qu'il y avait 2 volets à l'éducation aux émotions. Donc, le premier volet qui était justement accompagner notre jeune avec l'expression de ses émotions et le deuxième volet est être soi-même un exemple, un modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un exemple? Donc, dans un premier temps, le parent doit lui-même apprendre à être conscient de lui-même. Conscient de ses émotions, conscient de ses croyances, conscient aussi des circonstances dans lesquelles il est plus susceptible de vivre des émotions intenses. Pourquoi? Parce que s'il est capable d'identifier les moments dans lesquels il est le plus anxieux, par exemple, ou encore où il est plus en colère ou découragé, donc le fait qu'il identifie ses propres déclencheurs, ça va lui permettre d'avoir de l'espace pour aider son enfant par la suite. Parce que si je suis anxieuse, si je suis en colère, je n'ai pas tendance à être ouvert, je n'ai pas la même capacité empathique. Donc, ça sera difficile d'aider mon enfant. Alors, ensuite, après avoir été capable de développer une certaine conscience, ça veut dire s'observer. Être conscient de soi, c'est être capable de s'observer, de prendre des temps d'arrêt et de dire qu'est-ce que je suis en train de sentir, de ressentir en ce moment? Qu'est-ce qui me passe par la tête? Quelles sont mes attentes? Quelles sont mes valeurs dans la situation? Quelles sont les règles qui sont importantes pour moi dans la situation? Qu'est-ce que je crains? Donc, se poser un certain nombre de questions. Ensuite de ça, en plus d'être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est important de développer une capacité à observer nos propres stratégies. On a tous notre propre sac à outils. Depuis qu'on est enfant, on en a développé. On a développé des stratégies, certaines adéquates, certaines moins adéquates. Et c'est important d'être, comment dire, d'être clair, authentique, congruent avec soi-même. Donc, se regarder, s'observer, puis de réaliser que certaines de mes stratégies sont plutôt nuisibles. Et à partir du moment où je réalise que certaines stratégies sont plutôt nuisibles, mais je suis capable de faire preuve de modestie aussi, puis de dire, bien, c'est attendu que en tant que modèle, ben, ça se peut que je m'y prenne mal, puis que ça se peut que parfois je sois un mauvais modèle pour mon enfant. Et c'est une belle occasion de faire preuve d'humilité puis d'en parler. Et ça va nous amener aussi à ce que je disais tout à l'heure, avec notre enfant, lui donner le droit à l'erreur. En acceptant qu'on est soi-même imparfait dans notre gestion des émotions, ça nous aide justement à être plus conciliant et plus empathique, plus accueillant de notre enfant et de ce qu'il vit, bien entendu. Ça nous permet aussi d'avoir des attentes plus réalistes. Hein? Si moi, j'ai tendance, exemple, à bouder quand je suis en colère, puis mon enfant refuse de me parler quand il est fâché, peut-être que j'aurais avantage justement de lui donner un peu de temps en prenant conscience que il a peut-être aussi appris d'une certaine manière à travers moi, à travers ma façon de faire. Alors, et j'ai sans doute aussi, moi aussi, avantage de mon côté en tant que parent, apprendre à aller travailler sur cette tendance que j'ai à bouder pour développer d'autres stratégies ou utiliser d'autres stratégies que j'ai déjà qui sont plus utiles ou plus profitables que la bouderie. Car il faut se rappeler que notre enfant agit et apprend beaucoup par imitation. Donc, voilà ce que j'aurais à dire là, par rapport à cette question de comment éduquer l'enfant, éduquer émotionnellement notre enfant à mieux gérer ses émotions. On sait que le sentiment de sécurité chez un enfant, puis même chez un adulte, c'est quelque chose de très, très important.
On sait que, surtout chez le petit enfant, chez le bébé, il va se sentir en sécurité à partir du moment où ses besoins vont être répondus, ou minimalement, à partir du moment où il sent qu'une personne significative est en train de lui démontrer de la compassion ou de l'engagement à améliorer son bien-être, même si son bien-être n'est pas complètement atteint. Donc, mais il y a cette notion importante d'engagement, de compassion. Alors, on pourrait être tenté en tant que parent d'empêcher notre enfant de vivre toute souffrance ou inconfort, en se disant, je veux qu'il se sente en sécurité, je veux donc m'assurer qu'il ne vive pas de souffrance. Il faut se rappeler, puis savoir que dans un premier temps, c'est impossible. Impossible d'empêcher notre enfant de vivre quelque souffrance que ce soit. Parce que, d'une part, ça fait partie de la vie, puis d'autre part, l'enfant, plus il découvre le monde, plus ses premiers réflexes de besoin se transforment en désir. Et plusieurs parents ont de la difficulté à faire une distinction entre un besoin et un désir. Je pourrais donner l'exemple suivant. Mon enfant a besoin de socialiser. C'est un besoin, hein? Ce sentiment d'être avec d'autres, d'être capable de s'exprimer, de développer des liens, des contacts avec d'autres humains, c'est un besoin, ça lui permet de se développer. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'une PS4 pour socialiser avec ses amis. Ça, c'est un désir. C'est un moyen par lequel il peut parvenir à socialiser. Donc, le besoin, c'est socialiser, mais le moyen, qui est un désir, l'enfant désire une PS4 parce qu'il le voit comme un moyen d'atteindre son objectif, d'atteindre, de réaliser et de combler un besoin. Alors, la PS4, comme je viens de le dire, n'est pas un besoin, mais est un désir qui vient combler. Donc, si on tente en tant que parent de surprotéger notre enfant en lui donnant tout ce qu'il a besoin, ou plutôt tout ce qu'il désire, en pensant que c'est la façon qu'il va combler ses besoins, bien, on en fera sans doute un enfant plutôt égocentré, plutôt rigide, qui aura tendance à être très capricieux, exigeant, peu conciliant et peu empathique aux autres. Alors, il faut se rappeler que l'adversité, elle est normale dans la vie et elle est même utile. Et elle doit être utilisée, cette adversité-là doit être utilisée comme un mécanisme sain qui permet à l'enfant de construire sa sécurité. Être en sécurité, c'est quoi? C'est être capable de répondre le plus souvent justement aux difficultés de la vie, aux obstacles, aux souffrances. Donc, comment je m'y prends? Parfois, c'est faire face, c'est apprendre des moyens, prendre des moyens, apprendre des stratégies pour faire face, donc développer nos propres ressources. Ou encore, parfois, c'est développer la ressource qu'on appelle la résilience, la capacité d'accepter à quelque part quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir et de retomber sur ses pas, de retrouver un équilibre et de continuer à avancer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important que l'enfant apprenne. Hein? On pourrait le nommer aussi comme être capable de tolérer la frustration. J'ai un désir ou j'ai un besoin qui n'est pas rempli immédiatement, bien, je fais preuve de tolérance. Je suis capable de patienter. Et ça fait partie, la capacité de patienter, ça fait partie des éléments qui vont permettre à votre jeune de se sentir en sécurité. Plus il développe sa patience, plus il va se sentir en sécurité, moins il va se sentir menacé lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il désire. Alors, notre rôle en tant que parent, c'est donc de permettre à notre jeune d'apprendre à faire face à cette adversité-là. Donc, de l'aider à travailler, à chercher, à réfléchir aux moyens qui lui permettent de changer, de modifier ce qui peut être modifié, d'atteindre les objectifs qui peuvent être atteints, ou encore simplement d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Puis éventuellement aussi, des fois, remettre en question les désirs qu'il a en disant c'est un désir, c'est difficile pour toi qu'il ne soit pas comblé, mais tu sais quoi, ça va être correct. Tu vas être correct malgré cette souffrance-là. Donc, ça demande aussi aux parents d'apprendre à tolérer son propre malaise face à une certaine détresse de l'enfant.
parce que cette détresse-là, elle est réelle, elle est ressentie, mais ça fait partie de son apprentissage. Donc, si je vais aller encore un peu plus loin, en tant que parent, c'est important pour aider notre jeune à se sentir sécure, en premier lieu, d'apprendre à répondre à ses besoins, pas à ses désirs, à ses besoins, lorsqu'il en est incapable. Donc, je vais juger de sa capacité en fonction de son âge, en fonction de son propre développement. Donc, normalement, un enfant de 5 ans, par exemple, va être capable de faire un certain nombre de tâches. Donc, à la limite, peut-être préparer un bol de céréales. Donc, il a besoin de manger. Je dois disposer de ce qu'il a besoin pour qu'il soit capable d'aller se faire son déjeuner, mais il y a des choses qu'il est capable de faire, donc lui permettre aussi d'explorer, donc dans un deuxième temps, lui permettre d'explorer son environnement. Donc, lui donner des défis à la hauteur de ses capacités. Et ça, c'est très important. Donner des défis et laisser l'enfant expérimenter à la hauteur de ses capacités. Lui donner des tâches, lui donner des responsabilités en fonction de ce qu'il est capable. Et des fois, de ce qu'il est capable, mais avec une certaine zone d'inconfort. C'est toujours mesuré, de le mettre dans un inconfort, mais qui lui permet quand même de se concentrer et peut-être avec certains dégâts, hein, peut-être qu'il en renversera du lait sur la table, mais ce n'est pas grave. Il aura appris à tranquillement se verser du lait dans son bol de céréales. Ensuite de ça, il y a aussi cette notion de permettre d'encadrer, je dirais, l'exploration. Parce que oui, c'est important d'encadrer l'exploration du jeune, de mettre des limites en fonction de son âge et son développement. Des fois, on a des enfants qui sont plutôt téméraires, qui veulent, et là, c'est important de mettre des limites claires. Et aussi, on a des enfants parfois qui ne sont pas nécessairement téméraires, mais qui ont quand même besoin d'un encadrement. Et là, il faut faire attention. Parce que des fois, en tant que parent, encore dans ce mode de vouloir le protéger, on a tendance à mettre des limites à son exploration qui sont plus strictes que ce qui serait souhaitable et raisonnable de faire. Donc, les limites doivent être mises en tenant compte d'un élément important qui est s'assurer que son développement. Quand je parle de développement, je parle de son développement physique, son développement intellectuel, son développement moral, éthique, son développement spirituel. Donc, que son développement n'est pas compromis. Donc, il n'a pas un risque d'une blessure importante qui compromettrait son développement. Et ce qui arrive parfois, c'est que le parent qui lui-même qui a de la difficulté à gérer ses propres émotions et surtout lorsqu'il s'agit de la peur ou encore de la honte, bien, on peut avoir tendance à mettre des règles, mettre des limites, non pas pour maintenir l'enfant en sécurité, mais pour se maintenir en sécurité. Et c'est une distinction importante qui est à faire. Parce que si je ne mets pas des limites qui sont objectivement mise parce qu'il y a un risque pour l'enfant, c'est que moi-même, je l'empêche de se développer. Moi-même, je l'empêche de développer ses compétences pour se sentir en sécurité. Je lui transmets d'une certaine manière mes propres anxiétés, mes propres peurs. Donc, je finis par être contre-productif, par agir à l'opposé de mon objectif. Je vais donner 2 exemples. Premier exemple, si imaginons là, que j'interdis mon jeune à porter ou ma jeune à porter une paire de pantalons avec tel chandail parce que je trouve que ça va tellement mal ensemble. Et donc, la limite, c'est non, tu ne vas pas mettre ça avec ça parce que non, ça ne se fait pas. Puis il y a le petit discours en arrière du parent qui se dit c'est parce que quelque part, il va avoir l'air fou. Puis s'il a l'air fou, c'est moi qui vais avoir l'air fou en tant que parent. Donc là, on n'est pas en train de le faire pour l'enfant, on est en train de le faire pour soi. Alors, on l'empêche d'expérimenter les couleurs, on l'empêche de s'exprimer aussi dans ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comme texture, comme tissu, comme vêtements, etc. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas parce que ça compromet, par exemple,
sa moralité parce que ça manquerait de pudeur. Je ne laisserais pas mon enfant, par exemple, partir en sous-vêtements à l'école, mais en soi, qu'ils mettent, qu'ils mettent deux vêtements qui vont plus ou moins ensemble. Qu'est-ce que ça change? En quoi ça brime le développement ou compromet le développement de mon enfant? Absolument pas. Un autre exemple que je pourrais donner, ce serait par exemple un parent qui reconduit son enfant à chaque matin à l'école, jusqu'à la cour d'école, alors qu'il est dans le quartier, il a quelques minutes de marche et qu'il pourrait marcher avec ses copains pour se rendre à l'école. Bon, là, je ne parle pas d'un enfant de maternelle, première ou deuxième année, mais troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Et là, le parent le fait parce que il veut s'assurer dans sa tête qu'ils sont en sécurité, qu'ils arrivent à l'école sains et saufs. Alors, en le faisant, je ne lui permets pas de développer, encore là, sa propre capacité, son jugement et ses habiletés à faire face aux alinéas qui peuvent se présenter dans sa vie sur la route de l'école. Alors, je ne lui permets pas d'expérimenter. Dans ces deux exemples-là, on voit que c'est la peur du parent ou la honte du parent qui a conduit à limiter les limites d'exploration, à limiter l'exploration, dis-je, pour l'enfant. Troisième point important à les travailler, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup aider notre enfant à développer ses propres ressources, son autonomie et surtout sa capacité de réflexion. Comment en le questionnant avec des questions ouvertes, l'amener à développer un discours, développer une réponse, une analyse. Et donc, ce questionnement-là ne doit pas avoir pour but de coincer ou d'enquêter sur notre enfant, mais vraiment dans le but de développer son esprit critique. Donc, par exemple, je pourrais lui poser comme question, mon enfant veut aller à l'école avec ses copains en marchant, mais je pourrais lui poser quelques questions lui disant, OK, est-ce que tu penses qu'il y a des risques en t'en allant à l'école? Il y a certaines choses sur lesquelles il faudrait que tu portes attention ou que tu fasses attention. Lesquelles? Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Si ça arrivait, si tel élément que tu as nommé arrivait, de quelle façon tu peux t'y prendre si ça arrive? Si tu te blesses, si quelqu'un vient te parler, si un ami te bouscule, si, etc., etc. Donc, on réfléchit, on amène le jeune et on réfléchit avec lui à des stratégies qu'il va pouvoir prendre. Et on le ramène aussi à se questionner sur c'est quoi ton plan? Hein? Par rapport à cette situation-là, comment tu prévois t'y prendre? Qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre à l'école? Bien, c'est quoi la route que tu vas prendre? Combien de temps tu penses que ça va te prendre? Y a-t-il des routes plus sécuritaires que d'autres? Avec quel ami tu vas aller? Etc. Donc, vraiment réfléchir avec lui sur son plan d'action, sur son plan, comment il planifie entreprendre son exploration. Alors, en le faisant, on est en train de développer en lui son propre réseau de connexion neuronale qui le prépare à faire face à des situations qui vont se présenter à lui par la suite. Donc, au lieu de se substituer à son cerveau en étant un peu ce qu'on appelle le parent hélicoptère, toujours au-dessus de lui, puis veiller que tout aille bien, on le laisse lui-même développer son propre réseau de soutien, donc son réseau de défense, son réseau de protection, son réseau de compétences. Et tout ça fait en sorte que plus il y a des compétences, plus son sac d'outils est plein, plus il se sent en sécurité. Alors donc, il faut accepter de laisser agir l'enfant, de le laisser explorer, de le laisser même parfois se blesser. Bien sûr, tout en mesurant l'intensité, pas se blesser de façon à ce que son développement est compromis. Mais, vous savez, si on ne laisse pas l'enfant perdre de l'équilibre, puis tomber, puis s'égratigner les genoux, c'est difficile d'apprendre à faire du vélo de façon adéquate. Donc, on peut réfléchir avec lui sur des moyens de se protéger. Donc, tu peux peut-être mettre des protecteurs de genoux, etc., pour limiter les blessures. Mais toute blessure, elle est impossible, on le sait en tant qu'adulte. Bouger, vivre, comporte des risques. Et c'est important que ces risques-là ne soient pas vus comme étant des obstacles à l'action, mais au contraire, que l'action se passe puis que l'apprentissage se fasse avec l'action. Parce que derrière chaque échec, derrière chaque erreur, il y a une
une acquisition de connaissances. Minimalement, à chaque fois que je me trompe, je connais un peu plus comment ne pas faire quelque chose. J'identifie de plus en plus ce qui ne marche pas. Et donc, plus j'identifie ce qui ne marche pas, plus je me rapproche de ce qui fonctionne, plus j'ai de chances d'arriver à la bonne solution. Alors, en tant qu'éducateur, il est important de pouvoir identifier, aider l'enfant sur les acquis. Quand il vit un échec, c'est de lui dire, OK, y a-t-il quelque chose que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris à travers ça? Oh, bien maintenant, tu vois, tu es plus capable de savoir. Tu as appris de cette chose-là. Et donc, pas reprocher l'erreur, mais prendre l'erreur comme une occasion d'apprendre. Alors, en résumé, là, si j'avais à résumer rapidement en me basant sur le modèle d'accompagnement psychoéducation pour permettre justement, quand on veut l'adaptation, on propose les étapes suivantes. On dit dans un premier temps, on apprend ou on aide notre client ou la personne qui nous consulte, on l'aide et on fait pour. Dans un premier temps, on fait pour lui. Dans un deuxième temps, on fait avec lui. Donc, on est dans l'action avec lui. Ensuite de ça, on lui fait faire. Donc, on reste à côté, mais au lieu de mettre la main à la pâte, on le guide avec des paroles, avec des encouragements, etc., etc. En lui remémorant, rappelle-toi les étapes, t'es rendu où, qu'est-ce que tu vas faire ensuite, etc. Donc, on est dans le laisser-faire, mais on est quand même là comme accompagnateur verbal de soutien. Et à la fin, bien, on laisse faire. Donc, on prend une distance, on regarde de loin, puis minimalement, quand il y a quelque chose qui se fait, puis ça comporte un échec, ça comporte une souffrance, bien, on garde les bras ouverts, accueillants, avec beaucoup de compassion pour soutenir, accueillir et, dans le fond, réconforter la personne lorsqu'elle vit un échec. Donc, voilà un peu comment je suggère, là, je vous suggère en tant que parent, de faire face ou plutôt assurer un sentiment de sécurité chez votre enfant.